Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine de consolidation pour les indices actions et notamment les actions européennes. C'est un peu le bis repetita d'il y a 15 jours avec à peu près le même mouvement de consolidation sur les indices européens. Une baisse qui reste limitée sur l'ensemble de la semaine, entre 1,5 et 2% pour les indices européens. Le CAC 40 est allé chercher à peu près les mêmes points qu'il y a 15 jours, juste sous les 7200 points, avant de se stabiliser en fin de séance autour de ce niveau des 7200 points. La petite nouveauté quand même dans cette phase de consolidation, c'est le regain de stress en provenance du secteur bancaire et du secteur bancaire américain notamment. Et quand on parle de stress bancaire sur les marchés, évidemment, le rythme cardiaque s'accélère, la tension remonte d'un cran, les mauvais souvenirs reviennent également à la surface. À ce stade, on parle de stress bancaire et de déroute qui concernent des établissements financiers américains bien spécifiques, liés à l'espace crypto, liés à l'espace technologique également, à travers notamment le cas de la Silicon Valley Bank, une banque dédiée au financement de la Startup Nation américaine dans la Silicon Valley, bien sûr, qui se retrouve en grande difficulté, qui n'arrive pas à lever de capitaux sur les marchés et qui, semble-t-il, est en train de chercher en urgence un repreneur pour essayer d'éviter la déroute totale. On voit encore des titres bancaires de petits établissements américains qui sont lourdement attaqués au cours de cette séance. Tout cela rejaillit évidemment sur l'ensemble du secteur bancaire avec un peu de pression sur les titres de groupes plus traditionnels. On voit en Europe des baisses de 4-5% pour les grands groupes bancaires cotés, à commencer par les banques françaises. Que dire de la réapparition de ce risque bancaire? Est-ce que le risque systémique peut être l'invité de cette année 2023 sur fond de resserrement monétaire historique, bien sûr, mené par les banques centrales, Fed en tête? Ce sera la question à la une de Planète Marché dans un instant. Sur le front de la statistique économique, les investisseurs attendaient avec impatience le rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois de février, une des dernières statistiques clés avant l'inflation américaine la semaine prochaine, dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed le 22 mars prochain. Un rapport du travail aux États-Unis qui montre qu'il est toujours assez compliqué de lire la situation et de prévoir la situation de l'économie américaine. En termes de création d'emplois, il n'y a pas photo, le rythme reste spectaculaire. On est à plus de 300 000 créations d'emplois encore au mois de février, après un chiffre extraordinaire du mois de janvier qui n'a été qu'à peine révisé et qui reste confirmé au-delà des 500 000 créations. On notera par ailleurs que la participation au marché du travail remonte légèrement. Les heures travaillées ont un peu baissé sur le mois de février. Au final, le taux de chômage passe de 3,4 à 3,6%. Vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. Voilà pour les sujets du jour. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous retrouvons les équipes de Yomoni pour leur observatoire ETF et les dernières tendances au sein de l'industrie ETF concernant le mois de février. Ce sera notre rendez-vous à 17h45 avec Alexis Nac, expert Yomoni. Et donc, tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec vous, Alix Nguyen, et une semaine qui se termine avec un peu plus de stress. La Bourse de Paris va terminer cette semaine en baisse nette. Oui, dans le sillage de Wall Street, elle-même sous l'effet du rapport sur l'emploi de février aux États-Unis. Dans le secteur non agricole, l'économie américaine a créé 311 000 postes après 504 000 en janvier. On retient aussi la remontée surprise de 0,2 points du taux de chômage à 3,6%. Et puis le salaire horaire moyen a augmenté de 4,6% sur un an. Et puis, autre facteur de fébrilité qui apparaît comme une nouveauté dans le paysage des marchés, le stress bancaire qui revient sur le devant de la scène avec les déboires de la Silicon Valley Bank aux États-Unis. L'établissement californien spécialisé dans le financement de capital risque a vu ses dépôts se réduire comme peau de chagrin. Ses clients, des entreprises de la tech pour l'essentiel, dont beaucoup sont en difficulté, ont retiré leur argent de la banque. La Silicon Valley Bank s'est trouvée contrainte de liquider
liquider en catastrophe une partie de son portefeuille de bons du Trésor américain et d'obligations pour 21 milliards de dollars, d'encaisser une perte d'1,8 milliard de dollars et lancer une augmentation de capital pour se renflouer à plus de 2 milliards de dollars. Pour rappel, hier, les difficultés de la Silicon Valley Bank ont eu un effet de contagion sur les 4 premières banques américaines. Elles ont perdu 52 milliards de dollars de capitalisation. D'après la CNBC, la société mère de la Silicon Valley Bank, SVB Financial, est en pourparlers pour se vendre elle-même. En Europe, l'indice Stock 600 des banques chute. Deutsche Bank aussi, Banco Santander, Unicredit, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale aussi. C'était la semaine du 9 mars, les 14 ans du point bas de la grande crise financière. 9 mars 2009, ce sera le sujet à la une, évidemment, avec nos invités dans un instant, le retour du stress bancaire. Et puis pour finir, Alix, encore quelques résultats de grands groupes américains, en l'occurrence, qui sont arbitrés par les investisseurs, avec la chute du titre Gap à signaler. Et au dernier trimestre, le groupe nous informe d'une perte plus élevée que prévu. Son chiffre d'affaires a baissé de 6% sur la période. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises, on apprend via le directeur général de Walt Disney, Robert Iger, que le groupe pourrait de nouveau relever les tarifs de sa plateforme Disney+ et céder les droits de certains programmes à des concurrents, et ce, pour plus de rentabilité dans le streaming. On termine avec l'agenda. À noter que ce week-end, les États-Unis passeront à l'heure d'été. Tous les rendez-vous américains seront donc avancés d'1 heure. Wall Street ouvrira lundi à 14h30. Lundi également, Michelin tiendra une journée investisseur et Porsche publiera ses résultats annuels. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot d'être avec nous également. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital et Raphaël Thuin nous accompagne également. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Le retour du stress bancaire donc, et comme je le disais, le rythme cardiaque remonte, la tension remonte d'un cran également, avec des mauvais souvenirs que beaucoup d'investisseurs ont encore en tête. On parle alors d'une faillite dans l'espace crypto avec l'établissement Silvergate aux États-Unis, de difficultés majeures pour une banque de la tech, la Silicon Valley Bank. On voit des titres d'établissements financiers spécifiques, First Republic par exemple, sur le marché américain, qui sont fortement sous pression aujourd'hui. First Republic a vu son cours de bourse chuter de plus de 50% avant d'être suspendu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette séquence de remontée du stress bancaire, Raphaël, et est-ce que ce sont les ou des canaris dans la mine ? Écoutez, c'est jamais une bonne nouvelle d'avoir une phase anxiogène sur les banques. C'est clairement le secteur le plus important dans le marché en termes de signal, en termes de sentiment. Lorsque les banques vont mal, le marché va mal, et souvent vice-versa. Et dans ces conditions, clairement, ça va être un facteur de stress à prendre en compte dans les jours qui viennent. Il y a aussi évidemment un risque qui est difficile à quantifier, c'est le risque de contagion. Aujourd'hui, on parle de petites banques très localisées qui ont des problèmes ponctuels très idiosyncratiques. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, à Wall Street, à Paris, à Londres, c'est y a-t-il d'autres banques dans ce cas ? Et ce qui aujourd'hui c'est localisé sur certaines thématiques pourrait-elle être vu sur d'autres thématiques ? On parle de tech et de crypto, peut-être qu'on va voir d'autres facteurs rentrer en jeu dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est deux inconnus qui fait que de toute façon, on a envie d'être prudent et d'appuyer sur pause 2 minutes pour regarder ce qui se passe. Maintenant, quand on lève le capot sur ces histoires, effectivement, il y a quand même matière à pondérer le propos. On est sur une dynamique qui est très propre à cette Silicon Valley Bank, qui est une petite banque californienne, qui a des clients, une concentration de clients assez remarquable. Elle a peu de clients qui sont principalement des clients dans le secteur de la technologie. Donc une diversification des dépôts qui est très faible, d'une part. D'autre part, des dépôts qui étaient assez peu utilisés. Elle ne prêtait pas ces dépôts activement. Et donc, au lieu de prêter ces dépôts comme la plupart des grandes banques font, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les avait investis dans des obligations souveraines à 10 ans. Et elle l'a fait à un moment assez dramatique, c'est-à-dire fin 2020, début 2021, un moment où les rendements étaient très faibles.
Aujourd'hui, on avance de quelques mois. Les taux ont repricé à la hausse très significativement. La banque est assise sur des pertes assez magistrales sur ce book d'obligations souveraines 10 ans. Et aujourd'hui, doit, face à la fuite de ces dépôts, trouver des moyens de se recapitaliser. Donc là, on a une vue qui est très idiosyncratique, on aura du mal à répliquer, même en essayant vraiment très fort sur les grandes banques américaines, sur les grandes banques européennes. Mais on va rester très prudent parce qu'effectivement, c'est un facteur, un marqueur de sentiment, et il y a toujours ce risque de contagion qu'il va falloir jauger. J'allais dire, c'est la première fois depuis que la Réserve fédérale américaine s'est engagée dans le resserrement monétaire peut-être le plus intense de son histoire, qu'on voit apparaître ce genre de stress sur le marché américain. Vous avez raison de faire le lien avec la Banque fédérale, parce que c'est effectivement la première fois depuis longtemps. Et on a eu l'épisode britannique en octobre dernier, et tout le monde se demandait si ce genre de stress potentiellement systémique pouvait se retrouver dans le marché américain, et par où est-ce que ce stress pourrait arriver. Absolument. Et on a peut-être les premières matérialisations concrètes de l'impact de cette remontée des taux dramatique, draconienne, d'une rapidité foudroyante sur l'économie. Quels sont les secteurs, les segments à risque? La crypto, évidemment, Silvergate, la VC Tech non profitable, Silicon Valley Bank. Il y en aura sûrement d'autres, d'où ce risque de contagion. Attention, et là, on a des premiers exemples concrets que oui, effectivement, quand on remonte les taux très très vite, on risque de casser quelque chose. Et là, on peut rentrer sur des engrenages qu'on n'a pas envie vraiment de voir s'exécuter devant nous. Il y a une deuxième dimension, et j'aime beaucoup les références que vous faites. Vous faites référence cette fois-ci à l'histoire des fonds de pension de Grande-Bretagne à l'automne dernier. Là, il y a une deuxième thématique aussi qui est commune, même si les histoires sont très différentes. C'est une thématique de duration. Il y a aujourd'hui dans le secteur financier certains établissements, certains segments, certains acteurs qui ont des déconnexions entre la duration, la longueur de leur actif d'une part et la longueur de leur passif. C'était vrai sur les fonds de pension de Grande-Bretagne, souvenez-vous. Ils avaient finalement utilisé des swaps, des produits dérivés pour régler ce problème de différentiel de duration. Et c'est vrai aussi dans le cas de SVB, de Silicon Valley Bank. Ouais. On est sur une thématique de dépôt à vue. Ouais. Un jour. Et des portefeuilles avec des durations très longues en face. Voilà. Et ça, c'est un risque qu'il va falloir apprendre à modeler, juger, jauger. Peut-être que si contagion il devait y avoir, et c'est pas notre propos aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un risque qui nous semble très dramatique pour l'instant, mais peut-être qu'il faudra regarder par là. Xavier, c'était... depuis 3 ans, on a connu toutes les crises possibles et même inimaginables, sauf la crise financière. On a connu d'autres épisodes de crise financière. Comment est-ce que vous réfléchissez avec le retour d'un stress, effectivement, comme l'a très bien expliqué Raphaël, circonscrit pour l'instant, mais encore une fois, on a tous les mêmes réflexes quand on voit un secteur bancaire attaqué, quand bien même l'attaque est très localisée sur quelques segments spécifiques de ce marché bancaire. Là, comme ça, en première approche, pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et donc, il ne faut pas parler de crise financière à cette heure. C'est totalement disproportionné. Je vois pas comment. C'est moi qui utilise le terme. Oui, en disant, on a évité la crise financière alors qu'on a eu crise pandémique, géopolitique, etc. Oui, mais ça, c'est la conséquence des préconisations de quantitative easing qui ont été mises en œuvre depuis une décennie. Au fond, depuis la crise des Lehman Brothers, c'est la vraie crise financière que l'on a connue. On a mis en place des dispositifs monétaires et budgétaires, mais principalement monétaires, qui ont conduit à des taux incroyablement faibles, voire nuls, voire négatifs en termes nominaux. Donc ça a introduit, ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire ces mismatching entre les actifs et les passifs. Mais pour l'instant, les taux réels, quand je prends le taux nominal et que je lui soustrais l'inflation du moment, je ne prends même pas l'inflation anticipée, parce que l'inflation anticipée, si on prend son continuum sur les derniers mois, on est toujours en taux réel négatif. Comment veux-tu qu'il y ait une crise financière avec des taux réels négatifs? La crise financière qui adviendra, c'est quand les taux réels vont repasser au-dessus de la croissance potentielle ou des cash flows potentiels. Par contre, qu'il y ait des errements qui ait eu du côté des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, au fond, c'est des tulipes numériques, même s'il y a un potentiel derrière le... Alors, pour l'espace crypto, c'est donc la faillite de Silvergate. Voilà, qui, là, était vraiment un établissement attaché à cet espace crypto. On comprend bien qu'il y a un combat
qui se mène depuis au moins une décennie entre le monde de la crypto-monnaie et le monde de la finance. Il y a un enjeu disruptif. Cet enjeu disruptif, je pense que le monde de la finance, et je pense même que les régulateurs ont intérêt à ce qu'il y ait un peu de sang sur les murs. Ouais, parce que l'enjeu du moment pour la crypto-monnaie, c'est de rentrer dans la régulation. Parce que rentrer dans la régulation, contrairement à ce qui est dit, ce sera la reconnaissance. Et là, ça sera peut-être la diffusion de la problématique. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de combat qui est en train de se mener entre l'ancien monde, si j'ose dire, et le monde disruptif, et qu'entre-temps, il y a la Fédérale Réserve, les banques centrales qui resserrent le crédit. Donc c'est un peu donc on est en train de comme tu disais dans ton petit mail, la marée est en train de se redescendre. Mais est-ce qu'il y a un enchaînement avec une crise bancaire majeure? C'est difficile. Pour l'instant, je n'y crois pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai noté au cours de l'année 2022, qui est une année quand même marquée par le conflit russo-ukrainien, j'ai noté que toutes les grandes banques américaines, mais aussi européennes, mettaient en place des services, des départements sur les crypto-monnaies. Donc, sur les NFT, il y a tout un énorme développement. Ça touche les banques européennes. Mais je pense qu'en termes d'engagement, je pense que c'est infinitésimal. Donc, je ne vois pas de réaction en chaîne. Alors, je m'avance un peu, parce qu'après, c'est des systèmes de contrepartie, tu sais, Lehman Brothers, au fond, Lehman Brothers est vu sur le système bancaire français par IAG, et puis on découvre qu'un certain nombre de grands établissements de la place sont short sur plein de positions. Donc là, à ce stade, je n'y crois pas. Ouais. Par contre, oui, qu'il commence à y avoir une fragilisation, oui. Mais encore une fois, la crise financière adviendra quand les taux réels, c'est-à-dire le taux nominal, moins le taux d'inflation, va... Il y a plein de manières de les mesurer, les taux réels. Selon certaines mesures, on a quand même des taux réels positifs aux États-Unis, ou beaucoup moins négatifs quand même. Écoute, oui, ça, bien sûr. Mais sinon, Jérôme Powell ne serait pas comme une girouette à changer tout bout de champ entre inflation momentanée, je réaccélère, transit. Non, les taux réels pour l'homme de la rue, sauf sur l'immobilier. L'immobilier, c'est différent. Les index d'inflation sur l'immobilier ne sont pas les mêmes que ceux de l'IPCH, ça n'a rien à voir. Mais non, les taux réels restent incroyablement négatifs, faibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que, c'est un autre sujet, que l'inflation dérape. Mais on va en revenir pour ton sujet. Pour moi, il ne peut pas y avoir de crise bancaire, enfin de crise systémique. Qu'il y ait des établissements de petites qui connaissent des difficultés, oui. Mais je pense que ça sera... On est dans le sillage de FTX, au fond. C'est un autre épiphénomène. C'est bulles, tu sais, quand un sous-marin coule, il y a des trucs qui remontent à la surface progressivement. Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce de nettoyage. Jusqu'où ça va aller sur les cryptos, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de diffusion sur le système bancaire. Yves, vous suivez, je le rappelle, depuis longtemps et peut-être même depuis le début, le développement de... Alors, autour de la technologie blockchain, notamment le développement de l'écosystème crypto. C'est vrai qu'il y a eu la retentissante faillite de FTX. On a parlé en début de semaine de la faillite d'un autre établissement que je ne connaissais pas, Silvergate. Il y a l'histoire de la Silicon Valley Bank, effectivement, qui est plus attachée à la tech, peut-être spécifiquement, qu'à l'espace crypto en particulier. Comment vous regardez ces phénomènes et le fait que ça frappe des établissements financiers? Je vais reprendre ce qui a été dit par Xavier. Je pense que pour l'instant, on parle de choses certes importantes d'un point de vue de l'innovation, d'un point de vue du levier que ça a apporté au système, mais qui restent quand même en termes de taille importantes, c'est vrai, mais très très circonscrites. Alors ce dont on a peur face à la grande frayeur du jour et aux réactions des valeurs bancaires, en fait, est relatif, c'est vrai, à des craintes d'effets de conséquence d'une trop rapide montée des taux d'intérêt. C'est un petit peu là où moi je tire un enseignement du sujet du jour, finalement. Mais pour l'instant, les choses me semblent finalement assez limitées dans leur champ d'action. Mais on va voir, parce qu'on a tous en tête les effets papillons.
Comme ça a été mentionné, on peut aussi avoir d'autres secteurs affectés peut-être par des problèmes. Ah oui, ça remet tout le monde en alerte, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est l'attitude, les déclarations, s'il y en a, du banquier central, au-delà de sa communication traditionnelle, celle qui est très attendue dans les jours qui viennent. Entre aujourd'hui et le 22 mars, on verra ce qui se passe sur les marchés, sur le plan du risque systémique ou pas, et comment ça influencera la décision de la Fed le 22 mars. Absolument. Après, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, les taux réels restent négatifs quand on les analyse de façon instantanée, ce qui est pour moi la seule mesure aussi qui vaille quelque chose, parce que effectivement, le marché raisonne sur les taux d'inflation anticipés qu'on ne connaît pas par avance, et on a vu à quel point on était aveugle face à l'évolution de l'inflation. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette situation qui, grosso modo, reste quand même très accommodante. Donc ça, c'est je rappelle, le 2 ans américain est quand même à 5%, il a un peu baissé, le corps PCE est à 4,7%. Enfin, on est quand même à des niveaux de taux directeurs qui sont au niveau de l'inflation sous-jacente telle qu'elle est mesurée et suivie par la Réserve fédérale américaine. On n'est pas non plus en taux négatif, on n'est plus en taux directeur négatif face à l'inflation. En taux directeur, non. Ah bah ouais, mais quand même. Sur les taux de marché, les taux longs... On a un signal. Oui, tout à fait. On n'est pas dans la situation non, je défends un peu le job des banques centrales. Non, puis ce qu'il faut rajouter enfin en deuxième point, c'est que suite à la crise financière d'il y a 15 ans, on a quand même des bilans de banques qui sont grosso modo sur les gros établissements infiniment plus résistants que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc, alors c'était ma question. Partant des établissements un peu spécifiques qu'on a cités, comment on regarde le cas d'investissement du secteur bancaire plus traditionnel, et notamment en Europe, qui devenait un cas d'investissement presque consensuel depuis quelques mois, pour plein de raisons, plein de bonnes raisons. Est-ce que là, entre un risque de stress potentiel et des effets de courbe de taux aussi, qui sont inversés, est-ce que le cas d'investissement des banques traditionnelles en Europe s'affaiblit ? Alors, il y a un peu de tout. Il faut de tout pour faire un monde. On sait qu'on a des cas qu'on traîne depuis un certain temps en Europe qui posent problème et dont les cours ont beaucoup chuté. Oui, Crédit Suisse est au plus bas aujourd'hui. Oui. Voilà, Deutsche Bank. Donc, et puis on a des banques qui ont des gros problèmes de gouvernance. Oui. Peut-être plus que de liquidité ou de solvabilité, mais des énormes problèmes de gouvernance quand même au sein de ces banques. Moi, j'ai pas une connaissance parfaite, loin s'en faut, de ce qui se passe dans le bilan de... Il suffit de voir l'accumulation des procès et des contentieux. Et c'est là où il y a peut-être un ver dans le fruit. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui peut tout de suite jeter la suspicion sur le secteur bancaire, en tout cas européen, pour lequel on a quand même quelques gros établissements qui ont vraiment un certain confort en termes de voilà. Donc, mais oui, non, mais encore une fois, quand le stress revient par les banques... Peut-être que le dernier point, c'est que aussi, je pense qu'on a un marché qui peut se faire peur à un moment où on a des performances sur les valeurs bancaires qui ont été extraordinaires depuis 5-6 mois et qu'on se trouve à un point, on voit bien techniquement, voilà, un point d'équilibre et de résistance. Tout ça peut aussi servir de prétexte à une longue consolidation du secteur. Un bon plus 20 peut-être. Sur un secteur qui était assez unanimement recommandé et investi par les stratégistes. Ouais, Xavier ? L'observation sur le niveau des fonds propres du système bancaire européen est essentielle, puisque au fond, le niveau des fonds propres du système bancaire a été multiplié par 3 depuis Lehman Brothers. Donc il y a des coussins de fonds propres pour absorber des chocs autrement plus spectaculaires que ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies de l'autre côté de l'Atlantique, normalement. Donc on doit être relativement serein de ce point de vue-là. Raphaël, comment vous regardez là, le cas d'investissement bancaire à l'aune de ce qu'on vient de dire et des petits risques effectivement qui remontent à la surface, et puis cette histoire de duration des portefeuilles. Vous disiez c'est très spécifique au modèle de Silicon Valley Bank. Donc on ne retrouve pas... Parce que visiblement, ils ont liquidé un portefeuille de 21 milliards d'obligations avec des décotes importantes, tant et si bien qu'ils perdent quasiment 2 milliards à l'arrivée, avec des fire sales qui ont été compliqués à gérer. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le modèle économique d'autres grandes banques plus mondiales, plus généralistes peut-être. Non. Alors bon, c'est très important de le dire, et on l'a tous dit, on va le redire une dernière fois. Ce qui arrive à SVB
ne peut pas être répliqué quand on regarde les grandes banques américaines ou européennes en termes de concentration de dépôts, en termes d'utilisation de ces dépôts avec cet achat des treasuries, en termes de ratio prêt versus dépôt. Rien de tout ça ne correspond à la réalité des banques européennes. Dieu merci. Les banques européennes, elles sont très bien capitalisées. On est sur des ratios de fonds propres à 14-15% en moyenne. Le régulateur n'en exige que 11 à 12%, donc on est surcapitalisé. Et pour comparaison, au moment de Lehman, on était plus proche de 5-6%. Donc on est sur un secteur qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il s'assoit sur des quantités de provisions qui datent du Covid commensurables. On parle de 25 milliards d'euros de provisions qui datent du Covid, qui n'ont pas été reprises par les banques européennes, à la différence des banques américaines, et qui pourraient permettre de voir venir dans le cadre d'une récession. Et effectivement, même en termes d'opérationnel, 2022 a été une très belle année pour les banques. En termes de résultats, elles ont beaucoup de vent arrière en ce moment qui pousse derrière elles. Donc la photo globale pour les banques est quand même encourageante. Ceci dit, mettons un petit bémol. Effectivement, on va maintenant avoir une petite musique qui aura changé de tonalité à la suite de ces histoires. On va voir si elle porte dans le temps ou pas. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on est tous là à faire un petit mouvement en arrière. Donc ça va être une première chose. Il y a aussi une dynamique un peu technique aussi qui va commencer à se poser de plus en plus sur la profitabilité des banques. C'est cette dimension rémunération des dépôts. Oui. Ce qu'on appelle le bêta des dépôts, cette idée que jusqu'à présent, lorsque les taux baissaient, les banques se faisaient une joie de répercuter la baisse des taux à 100% sur les dépôts. Quand les taux ont eu remonté, ils se sont gardés une partie de cette hausse des taux. Donc cette partie-là, elle est en train de s'amenuiser. Aujourd'hui, pour rester compétitive, les rémunérations des dépôts doivent augmenter, ce qui a coûté très cher à SVB. C'est comme ça qu'elle a eu des outflows, SVB, c'est qu'elle n'arrivait pas à suivre le mouvement de rémunération des dépôts. Exactement. Et donc ça va manger les marges. Donc c'est très vrai aux États-Unis. En Europe, on n'y est pas encore. Il reste du temps. Mais c'est vrai que cette dynamique très positive qui a porté les banques jusqu'à présent risque de peut-être s'essouffler un petit peu. Donc sur les actions bancaires, peut-être qu'on peut se poser la question d'un essoufflement. Nous, ce qu'on regarde avec plus d'appétit, c'est sur la partie crédit subordonné bancaire, qui, elles, sont beaucoup moins sensibles à ces dynamiques de cycle, à ces dynamiques de profitabilité, en tout cas d'opérationnel, davantage sensibles finalement à des dynamiques bilancielles. Et là, pour le coup, on revient à ce qu'on disait, les bilans des banques sont en acier trempé et ces subordonnées financières aujourd'hui rémunèrent très très bien. Elles ont sous-performé, elles sont sur des valorisations parmi les plus décotées de leur histoire. Donc si je devais faire un cap pour les banques, ça serait plutôt sur le côté crédit. Sur le côté hybride bancaire. Je reviens quelques instants avec vous, Yves, sur la partie crypto space spécifique, donc FTX, on a tous encore en tête la faillite de FTX. Là, c'était Silvergate. C'est un mouvement de purge que vous regardez comment, justement? C'est sain, c'est le signe d'une bataille entre un secteur traditionnel et un secteur qui veut la disruption, qui est en train de, s'intensifier. Je sais pas m'inscrire par rapport à ce que Xavier vient d'expliquer. J'ai assez l'impression qu'on vit peut-être les derniers épisodes de ce qui s'est passé l'an passé. Et d'ailleurs, hier, on avait un nouvel et peut-être dernier épisode d'apurement des positions de FTX. Donc, qui a aussi entraîné donc des prises de position et des clôtures de position sur un certain nombre de cryptos. C'est le cas pour Silvergate, qui représente quelques centaines de millions de dollars. Donc vous voyez, on est sur des montants qui sont certes importants, mais qui sont à l'échelle de ce dont on vient de parler totalement minuscules. Et en fait, c'est pas vraiment un sujet. Après, sur tout l'aspect, c'est un vaste sujet de disruption apportée par la technologie blockchain. Oui, c'est un vrai sujet. Oui, aux États-Unis, on a quelque chose d'assez schizophrénique entre un régulateur qui n'a pas encore déterminé ce qu'était un actif numérique et une industrie dans les cryptos et des banques traditionnelles dont certaines sont très investies sur des opérations tant d'investissement que de custody d'actifs numériques. On voit qu'on a un écosystème qui s'élargit, qui s'est déjà élargi depuis 2-3 ans à travers finalement une intersection entre finance, activité de certaines banques, départements qui ont été créés et l'activité sur actifs numériques.
Et en réalité, quand on parle de FTX, de Silvergate, etc., on parle finalement de finance et pas de blockchain. Ouais. Tout le sujet, il est entre une industrie qui devient une industrie petite, accessoire de la finance traditionnelle et de la finance de marché, et prendre une vraie activité de crypto numérique qui, par définition, sera très difficilement sous l'emprise du régulateur, parce qu'elle est décentralisée, elle est peer-to-peer, ce que permet la technologie blockchain. Donc là, on parle de choses, finalement, qui sont juste Là, c'est des acteurs centralisés, d'une certaine manière, qui se retrouvent en difficulté. Absolument. Juste pour les auditeurs, il faut savoir que quand on parle crypto, on parle d'acteurs centralisés, donc finalement des plateformes boursières traditionnelles, alors qu'il existe des plateformes décentralisées qui permettent un écosystème de développer au-delà des activités financières traditionnelles. Donc finalement, tout ça ressemble à ce qu'on connaît dans la finance. La seule différence, c'est qu'on parle de choses qui sont, en termes de dimensionnement, beaucoup plus accessoires. Simplement, elles nous font tous un petit peu frémir ou rêver du fait de la vitesse de développement de ces activités, de la hausse et des baisses de cours. Voilà. Donc, mais ce qu'on a connu hier, effectivement, c'est, je pense, finalement, un nouvel, peut-être dernier épisode, peut-être pas d'ailleurs, de ce qu'on a connu, de ce qu'on a connu il y a 5 mois et près d'un an maintenant dans cette phase de bear market. Une fois qu'on a dit ça, Xavier, qu'on pèse le pour et le contre du risque bancaire ou financier aux États-Unis dans certains segments spécifiques, qu'on ajoute le dernier rapport sur le marché du travail américain, 311 000 créations d'emplois après plus de 500 000 au mois de janvier, des chiffres extraordinaires. Hein. Taux de chômage qui remonte légèrement, le taux de participation remonte, les heures travaillées baissent un petit peu, le taux de chômage passe à 3,6%. Entre le stress bancaire et ce qu'on observe sur le marché du travail, comment est-ce qu'on arbitre la prochaine hausse de taux de la Fed ? Non, je crois qu'on est, on est confronté à des évolutions singulières des économies occidentales et particulièrement de l'économie américaine qui nous font avoir une difficulté à comprendre le cycle monétaire. Et au fond, peut-être qu'on est dans un contexte où les politiques monétaires ont très peu d'impact sur l'activité économique parce qu'on est probablement où on est en train de rentrer dans une économie de pénurie. Au fond, on a connu une double décennie, surtout la dernière, qui était une situation pré-déflationniste liée à la mondialisation avec des surcapacités partout, une fluidité, voilà. Et on rentre dans un nouveau cycle ou dans un nouveau paradigme, je ne sais pas si c'est le paradigme, là, ça sera peut-être plutôt un enfer, où on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont se raréfier. Le capital financier va se raréfier par vieillissement, parce que les politiques monétaires vont être beaucoup plus restrictives. Le capital humain, vieillissement démographique. Et puis l'énergie, on ne peut pas échapper à ce sang qui alimente l'économie mondiale, qui va probablement être beaucoup plus cher, plus accessible. Et ces trois facteurs mis ensemble conduisent à des choses tout à fait étonnantes. Et je pense que pour en revenir à ta question, on a sous-dimensionné l'impact du Covid et de la stimulation qui en a suivi, stimulation budgétaire et monétaire, et on l'a sous-estimé. Oui, parce que sous-dimensionné, non, au contraire, on l'a surdimensionné, bien dimensionné, oui. On a sous-estimé son impact, l'inertie que ça avait. Et on est toujours à un décalage spectaculaire entre l'offre et la demande. On a cru que ça s'était régulé parce que c'était des problèmes de chaîne de valeur. Non, pas du tout. C'est pas du tout régulé. Certains éléments se sont régulés, mais pas encore à la normalisation. Donc et le marché du travail est une parfaite illustration. Le marché du travail est un marché qui a complètement qui est retourné à une situation qui prévalait quasiment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que j'ai ce paramètre qui est important sur les 30 dernières années. Une offre d'emploi rencontrait en moyenne 2 chômeurs. Aujourd'hui, la situation est inversée. Un chômeur rencontre en moyenne, actuellement, depuis quelques trimestres, rencontre 2 offres d'emploi. Et donc, la Fédérale Réserve peut faire ce qu'elle veut, ou alors il faut qu'elle détruise, c'est-à-dire que son impact monétaire soit tel qu'elle détruise des quantités, des millions d'emplois pour arriver à rééquilibrer.
Et ce qui est incroyable, c'est sur un marché du travail américain, alors j'ai pas le chiffre total, mais peut-être 100, 120 millions. 114. 100, voilà, 114, j'allais dire 120 millions. L'équilibre se joue à 3, 4, 5, 6 oui, millions. C'est essentiel. Ah mais non, mais bien sûr, c'est le marginal, mais c'est comme sur les marchés pétroliers, ça se joue à Bien quelques sûr, millions. puisque dans les cycles précédents, l'écart était entre, je ne parle pas en avril 2020, où là, il y a eu un gap gigantesque de 20 millions qui était dans l'autre sens. Mais le déséquilibre, la situation excédentaire était en moyenne entre 5, 6, 7, 8 millions d'emplois. De salariés, de chômeurs qui recherchaient du travail. Là, c'est complètement inversé. Et donc, là, c'est ça qu'il faut étudier de près. Et donc, la Fed, Jérôme Powell, à mon avis, ne peut pas faire grand-chose, peu de choses par rapport à ce problème structurel. Raphaël, bon, je le dis, chez Tikehau, vous affichez depuis longtemps la conviction que, oui, on change de régime. Alors, peut-être l'inflation à 2 chiffres pour toute la vie, peut-être pas, mais qu'il y aura, non mais voilà, qu'on reviendra pas en tout cas à l'état antérieur. Néanmoins, est-ce que 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, avec encore une fois la phase de front-loading, l'intensité et la rapidité du choc qui a été infligé, est-ce que c'est normal qu'on retrouve un Jérôme Powell qui semblait encore inconfortable avec la situation, peut-être même un peu impatient, au point de remettre en cause le consensus unanime de la précédente réunion qui était de dire on fait 25, avenant de 50, et de se dire peut-être qu'il faut revenir à 50. Il est dans une position très inconfortable, on le plaint, ce pauvre Jérôme. Alors peut-être qu'il s'est mis tout seul dans son trou. Oui, on ne va pas faire le procès des banques centrales comme ça. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les choix aujourd'hui, soit il reste sur 25 points de base, comme ça avait été télégraphié de nombreuses fois, vous l'avez très bien dit, lors de la réunion précédente, et là il a un problème de crédibilité vis-à-vis du combat contre l'inflation. Ou alors il passe à 50 points de base parce qu'il est censé être dépendant des données, et les données aujourd'hui elles sont plutôt chaudes, auquel cas il a un problème de crédibilité vis-à-vis de son discours précédent et des anticipations qu'il fournit au marché. Donc quoi qu'il arrive, il va avoir un problème de crédibilité. Donc là on est sur une situation très inconfortable, et je pense même que ça dépasse dans le cadre de la crédibilité. Il y a certes un problème de crédibilité. Vous parliez de 12 mois de hausse de taux, il y a ces fameux effets de retard de la politique monétaire qu'on n'arrive pas à mesurer. Cette politique monétaire, elle ne va se faire sentir que 6-12 mois après les premières hausses de taux. Donc, on n'a pas encore complètement compris quel était l'impact de ces hausses de taux sur l'économie. Très difficile de jauger. Et puis, un problème d'efficacité que Xavier mentionnait très bien, c'est-à-dire qu'on matraque à travers des hausses de taux la demande, là où une grosse partie du problème vient de l'offre. Et on l'a dit, vis-à-vis des matières premières, vis-à-vis du marché de l'emploi, qui n'arrive pas à trouver ce point d'équilibre. Donc on voit que manifestement la Fed et les banques centrales en général sont face à un Rubik's Cube qui n'a pas l'air de se mettre en place. Et je suis curieux, on est curieux globalement de voir la réaction des marchés sur les événements à venir, le CPI, les annonces de hausse de taux. La situation est très inconfortable. Ça se voit d'ailleurs sur le pricing des marchés aujourd'hui. Vous avez un marché obligataire souverain qui est en train d'envoyer des signaux forts. Le 2 ans s'envolait jusqu'il y a 24 heures, avec près de 100 points de base depuis la dernière réunion de la Fed aux États-Unis. Donc là, clairement, le marché appelle des hausses de taux supplémentaires et force la main de notre ami. En parallèle, le 10 ans ne fait pas grand-chose, ce qui montre l'inquiétude vis-à-vis de la récession. Donc là, on n'est plus du tout dans le no-lending. Et en parallèle à cela, vous regardez le marché actions qui reste pas très loin des plus hauts historiques pour le CAC, sur des valos plutôt élevés. Vous regardez les primes de risque crédit qui se sont énormément resserrées. Donc là encore, il y a une grande perplexité. Ça va être intéressant à suivre dans les semaines qui viennent. Oui, parce que le marché actions, lui, il voit les marges des entreprises. Et il voit que l'inflation, c'est très bon pour reconstituer les marges et même accroître le niveau de marge au-delà des niveaux normatifs qu'on connaissait dans certaines industries ou dans certains secteurs avant la crise pandémique. Moi, j'ai été frappé cette semaine par les propos du patron de Lufthansa. Je lui jette pas la pierre, c'est l'exemple que je cite parce que, pas de bol, ça tombe sur lui, mais je veux dire, on lui demande, les analystes financiers lui demandent l'explosion de la demande. La demande revient proche de ses niveaux pré-Covid. Vous allez pouvoir remonter vos capacités, monsieur le patron de Lufthansa. Remonter mes capacités, mais vous n'y pensez pas. La hausse des tarifs, c'est trop fun. Voilà ce qu'il déclare. Alors évidemment, c'est sans doute du mauvais humour déplacé, mais ça montre bien quand même comment la logique de marge est en train de prendre le pas dans la dynamique d'inflation.
Non ? Absolument. Ce Ouais. qui fait que les actions sont globalement, en tout cas les grandes actions Alors, cotées. Du coup, est-ce que Ah les bon actions sont chères ou pas ? Alors, en Europe, non, historiquement, on est malgré la hausse, on n'est pas cher. Mais ce que je voulais souligner, c'est le fait que l'action est un bon véhicule anti-inflation, finalement. Enfin, en tout cas, pour une bonne partie des actions cotées, en particulier des grandes entreprises, en particulier de celles qui peuvent imposer leur prix. Alors, est-ce qu'elles peuvent le faire de façon si forte, de façon durable ? Probablement pas, parce qu'on va se heurter à ce qui était souligné. C'est ce que commence Oui, à il dit vraiment ça va imputer durer le marché. des années comme ça, le patron de Lufthansa. Il est prêt à dire ça va durer des années. Et je reviens Raphaël sur ce que et vous puis, disiez, parce que c'est tout à fait révélateur, et c'est pour ça qu'on dit que l'inflation mettra du temps. C'est qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui ont beaucoup d'épargne, qui datent du Covid. Le consommateur américain se remet même à prendre de la dette. On a un marché de l'emploi très robuste et des hausses de salaire. Donc pourquoi monsieur de Lufthansa baisserait ses prix ? Je sais pas, parce qu'il a reçu 10 milliards d'aides publiques pour survivre à la crise du Covid et que, à partir du moment où il a les moyens de monter ses capacités, on pourrait se dire, bah tiens, c'est peut-être le juste équilibre que tout le monde cherche et qui éviterait à la Banque Centrale Européenne de devoir Mais ce que vous entendez taper sur trop les dur, trop annonces fort. de quoi. résultats du Mais- premier trimestre, c'est que les entreprises, globalement, anticipent davantage de hausse de prix parce qu'elles peuvent se le permettre, sûr. parce que le consommateur peut On payer. teste l'élasticité. Donc de la là, demande. on est sur des processus longs. Ouais. quand même. Oui, long et finalement assez normaux et sains. C'est-à-dire que l'exercice va s'arrêter quand la demande sera plus là parce que les prix sont trop élevés. Oui, On est c'est presque homo dans- economicus, mais on est dans j'entends bien. l'académique, là, quelque part. Oui, oui, oui. Donc, Non, mais- finalement, tout ça est normal. Bon, c'est un peu plus gênant dans le cas de Lufthansa parce que on a eu l'émission et puis effectivement une Non, mais il y en a aide d'autres. publique, hein. etc. C'est l'excuseflation maintenant. C'est le concept, c'est de l'excuseflation. Oui, oui. J'ai un pricing power que je soupçonnais pas. Je fais pas de volume, mais je m'en fiche. Je peux monter mes prix de 20-25%, allant bien au-delà de la compensation des salaires. Je sais pas combien il a augmenté ses salariés chez Lufthansa, mais il augmente plus ses prix que ses salariés à l'arrivée. Non, mais c'est un vrai sujet. Et c'est vrai qu'on se demande comment répartir la charge de l'inflation au mieux. Moi, quand je vois ce genre d'exemple, je me dis bon, bah voilà. Comme à chaque fois, toute la pression, toute la responsabilité de la lutte contre l'inflation va reposer sur la BCE. Quoi. Oui, non, mais on parle beaucoup du monétaire, mais il y a aussi le budgétaire. Ah bah oui. Le budgétaire va jouer son rôle parce que le budgétaire, lui, va être contraint progressivement. Et notamment en Europe, il va progressivement se normaliser. On en voit peut-être un embryon dans la situation française et une réforme des retraites qui a quand même un contenu essentiellement de soumission, si j'ose dire, budgétaire pour favoriser le prochain pacte de stabilité et de Le croissance. signal est de moins en moins fort, avec beaucoup de compensation. L'effet. Sans doute, mais il y a l'intention était là. Et donc, je crois que en Europe, c'est vraiment cette dissonance entre le monétaire et le budgétaire qui pose problème. Et ça, progressivement, ça va se normer. D'où la difficulté pour la Banque Centrale Européenne de savoir, au-delà du fait qu'il y a la dissension entre la zone marque et la zone non marque, voilà, c'est ça le sujet. Et donc, probablement qu'on est dans un moment qui est très critique, parce que ça peut basculer. La BCE est très clairement, si on prend le cas européen, la BCE est très clairement en retard. La dynamique sur l'inflation corps est pas bonne du tout. Sur les 400 composants de l'indice IPCH, quasiment ça accélère, plus de 70% qui sont en contribution positive. Oui. Avant le Covid, il y en avait à peine 30. Oui. L'essentiel des composantes avait Non, mais ça y est. La dimension transitoire s'est effacée, laissant place à la dimension non transitoire. Voilà, et donc là, ça favorise l'argument des orthodoxes. Donc la Banque centrale. Mais le monétaire doit jouer son rôle. Et donc, le budgétaire doit jouer son rôle. Et donc, la stimulation budgétaire doit progressivement... Et c'est ça qui va probablement commencer à pousser et à faire... et puis l'autre composante, c'est la hausse des frais financiers. La hausse des frais financiers va jouer sur un certain nombre d'acteurs, les personnes physiques comme les personnes morales, et ça va aller. Et donc, le patron de Lufthansa, lui, il se projette pas. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie aérienne ? Une compagnie aérienne, en général, elle opère des avions qu'elle n'a pas. Ils sont souvent en leasing, oui, mais ils doivent en avoir en propre. Mais il y a des frais FI derrière. Et donc lui, il voit la dimension des frais FI à venir. Et donc lui, sa stratégie, c'est de ne pas jouer les surcapacités par rapport à des frais FI qui vont aller croissant. Rapidement, tour de table, logique d'investissement, après notamment le run spectaculaire des actions européennes. Le CAC marquait encore un record historique en début de semaine.
on reste le risque est d'accord. Le risque continue. principal est encore Oui, le levier monter. Opérationnel reste encore est en train de décélérer, mais reste favorable. Les révisions actuellement sur les publications en chiffre d'affaires et en rentabilité restent positives. Encore le moment de sortir du rallye. Beaucoup trop tôt. D'accord. Beaucoup trop tôt. Yves ? Oui, un peu le même avis, peut-être un peu plus modéré, parce Nuancé. que c'est nuancé, ça a été quand même très très vite. Peut-être des arbitrages sectoriels en cours qui seront argumentés. Ouais. Je pense à un secteur santé pharma, alors c'est peut-être pas encore, parce que le momentum est très dynamique, très négatif, mais qui pourrait se retourner dans les mois qui viennent, à mon sens, parce que il a souffert, il est plus défensif. Voilà, il permet finalement de participer à ces arbitrages traditionnels. Hein, on le voit éventuellement contre les banques qui ont atteint, à mon avis, un bon niveau ponctuel par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Mais sinon, sur la direction, on est assez d'accord. Sur la logique d'investissement chez vous, chez Tikehau, Raphaël ? Voix dissonante de notre côté, beaucoup plus inquiet. On est sur une inflation qui s'emballe, qui ne semble pas vouloir se stabiliser, ce qui devrait favoriser cette continuation des hausses des taux, d'une part. On a un risque de récession qui existe, qui est fort et qui pourra aller en s'accélérant dans le cours de 2023, d'autre part. Et même un risque de queue. On commence à voir des petits craquements. On est sur une espèce d'opération en termes monétaires qui n'avait rarement été vue, ou en tout cas pas depuis 40 ans, dont les conséquences sont très, très incertaines. Hein. On a rarement remonté les taux si dramatiquement, si vite. Ça, c'est la photo. Face à ça, le CAC est au plus haut historique. Oui, mais pas si cher. Si ? Par rapport aux primes de risque ? Le prime de risque action commence à devenir pas un si peu... cher, mais pas si peu cher. Il se rapproche des moyennes et à des estimations de résultats qui n'ont pas encore corrigé. Merci beaucoup, messieurs. Suite au prochain épisode. Le prochain épisode sur les marchés, ce sera la semaine prochaine. Inflation américaine, Banque centrale européenne le 16 et la semaine suivante, la Réserve fédérale américaine. Xavier Patrolin était avec nous, Albatros Capital, Yves Maillot, YAM Capital et Raphaël Thuin, Tikehau Capital. Chaque deuxième vendredi du mois, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45 en direct, nous revenons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes et les experts de Yeomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF qui a été lancé il y a quelques années maintenant. Et c'est Alexis Nac qui est avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Alexis. Bonsoir, Ravi de vous retrouver pour faire ce point mensuel avec vous sur les dynamiques et les dernières nouveautés au sein de l'industrie ETF. Commençons par la dynamique des flux concernant le mois de février. Alexis, quelles sont les observations qu'on peut mettre en avant ? Alors, la première observation, c'est que la collecte nette du mois de février en ETF a été en net ralentissement par rapport au mois dernier, puisqu'elle s'est élevée à 8 milliards d'euros. On est quand même assez loin des 18 milliards d'euros de collecte qui avaient été atteints le mois dernier. Si on décompose par classe d'actifs, on a 85% de la collecte qui s'est concentrée sur les actions. En revanche, les obligations, la collecte en actions, elle a nettement ralenti, puisque la classe d'actifs a collecté près de 9 fois moins que le mois précédent. Si on regarde les matières premières, la collecte est très faible sur les matières premières, 720 millions d'euros de collecte nette sur les matières premières. Mais il faut noter toutefois que c'est la première fois depuis près d'un an, depuis 10 mois, que la collecte redevient positive sur cette classe d'actifs. Intéressant. Au sein des flux vers les actions et vers les obligations, qu'est-ce qu'on a pu constater avec un peu de granularité, Alexis ? Est-ce qu'il y a eu des intérêts spécifiques de la part des investisseurs au mois de février par rapport au mois précédent ? Alors, si on regarde au sein des actions, on a eu à nouveau un mouvement de rotation géographique très très marqué, de sortie des pays émergents et des États-Unis des sorties des États-Unis vers les pays émergents et les actions européennes. Donc ça, c'était à nouveau très très marqué. Si on regarde maintenant au sein des obligations, on a eu là un mouvement qui était plutôt inverse au mouvement qu'on avait connu les mois précédents. Comme je vous le disais, les mois précédents, on avait vraiment des investisseurs obligataires qui étaient à la recherche de duration. Là, c'est l'inverse. On a eu vraiment des mouvements de sortie très forts, des obligations longues pour se concentrer avec à l'inverse, des flux d'entrée massifs sur les obligations
court terme, avec naturellement l'inversion de la courbe des taux qui attire cette partie courte de la courbe. Quid de la collecte sur les produits ESG, Alexis, alors qui était une tendance majeure qu'on a pu observer sur une grande partie de l'année 2022. Vous signaliez lors de notre précédent rendez-vous un peu de faiblesse quand même dans la collecte vers les produits et les ETF flagués ESG. Est-ce que ça se confirme en février ? Ça se confirme, tout à fait. On a vraiment une baisse progressive de l'appétit pour ces supports ESG. Et là, on a atteint 17% de part de support ESG dans la collecte du mois de février, qui est le plus bas niveau observé depuis qu'on a lancé cet observatoire. Qu'en est-il des positions des principaux acteurs émetteurs d'ETF, Alexis, sur ce mois de février ? On fait toujours une forme de palmarès avec vous. Quels ont été les mouvements intéressants à signaler du point de vue des émetteurs ETF, des fournisseurs d'ETF en février ? Alors BlackRock est toujours loin devant les autres acteurs, un chiffre quand même qui est assez significatif. BlackRock en 2 mois a collecté 12 milliards d'euros, ce qui est 4 fois plus que la deuxième société de gestion du classement, qui est DWS. Donc on a un écart encore colossal entre BlackRock et les autres. Du côté des sociétés de gestion européennes, on a UBS et DWS qui font un très bon démarrage, qui font à nouveau une très bonne collecte en février et qui se placent en 2e et 3e position de notre podium. Pour rappel, ils avaient fait un très mauvaise année 2022, mais là, ils font un très bon démarrage cette année. En revanche, Amundi fait un mauvais mois, il perd 3 places dans le classement, se positionne 7e dans notre classement des sociétés qui ont le plus collecté depuis le début de l'année. Il y a pire qu'Amundi d'ailleurs avec le cas Invesco, Alexis. Exactement ça, Invesco, qui était un des pionniers, leaders de la gestion en ETF, qui était 4e pour rappel l'année dernière. Là, cette année, depuis 2 mois, donc depuis le début de l'année, ils sont 20e en queue de peloton, avec deux mois de très forte décollecte au sein de leur gamme d'ETF, notamment sur leurs ETF sur l'or et sur les bons du Trésor américain long terme. Enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais qu'est-ce qui explique qu'on ait des décrochages ou des mouvements aussi spectaculaires en termes de classement chez certains de ces acteurs ? Alors BlackRock étant quand même la partie inamovible, j'allais dire, du palmarès, mais il y a des éléments de tarification, de commercialisation qui expliquent qu'un acteur, comme vous le dites, majeur, pionnier dans le domaine, puisse chuter d'autant de places comme ça en quelques mois ? Alors je pense qu'il y a aussi un effet de taille qui est très important. Invesco a des AUM qui sont tellement importants, des encours de sous-gestion qui sont tellement importants que des sorties, bien sûr, qui peuvent paraître au niveau de la société, dans le classement, fait tout de suite perdre beaucoup de place, parce que dans les 20 premiers, il y a beaucoup de petites sociétés de gestion, si on enlève les gros poids lourds qu'on cite à chaque fois. Effectivement, l'effet de taille. L'actualité des produits et des lancements de produits en février, qu'est-ce qui a marqué ces dernières semaines, Alexis ? Alors là aussi, on a un mois qui est très très pauvre, comme le mois dernier en lancement de nouveaux produits. On a seulement 5 ETF qui ont été lancés en mois de février. Là aussi, c'est le plus faible niveau observé depuis qu'on a créé cet observatoire. Peut-être que le stock de thématiques commence à s'épuiser, parce que, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, on a énormément d'ETF thématiques qui sont sortis depuis 2 ans. Et des thématiques qui sont de plus en plus poussées et de plus en plus spécifiques. Exactement, qui sont vraiment sur des thématiques de niche. On en cite souvent au cours de cet observatoire. Elles sont de plus en plus spécifiques. Si on rentre dans les lancements qu'on a observés ce mois-ci un peu plus en détail, on a BNP qui a lancé 2 ETF obligataires sur des obligations d'État ESG. Donc ça, c'est assez novateur. Il y a encore peu de produits obligations d'État qui prennent en compte des critères ESG. On a également un autre fait intéressant à noter, c'est qu'on voit que l'engouement pour les produits structurés, qui est un peu général, se retrouve aussi dans les lancements d'ETF, parce qu'on a GlobalX, dont je parle souvent dans cet observatoire, qui est un émetteur d'ETF américain qui est peu connu en Europe, mais qui gère tout de même 30 milliards de dollars, qui a lancé 3 ETF structurés, en fait, qui offrent des garanties partielles sur le Nasdaq ou le S&P 500.
Ah, intéressant, effectivement. Je ne savais pas qu'à travers l'indiciel, les produits trackers, on pouvait répliquer effectivement des modèles qu'on trouve dans les produits structurés. Bon, nouveauté du coup de GlobalX sur ce plan-là. Votre vue de marché, Alexis, chez Yomoni, et les mouvements peut-être en matière de gestion pour le compte des clients de Yomoni qui ont pu marquer ce mois de février? Alors, pour l'instant, on conserve notre légère surpondération en action, à court terme. En tout cas, on pense que les bonnes surprises qu'on a eues sur le plan macroéconomique pourraient continuer à se refléter dans les résultats des entreprises. Le meilleur scénario serait que la reprise économique puisse amortir le choc des hausses des taux des banques centrales qui va continuer, qui va certainement continuer. Au sein de la poche obligataire, on continue à privilégier le crédit d'entreprise. On a encore réduit la duration de la poche obligataire parce que maintenant il y a comme je le disais tout à l'heure, avec l'inversion de la courbe des taux, il y a des rendements qui sont très intéressants sur la partie courte de la courbe et qui en plus nous protègent contre des hausses de taux directeurs à venir en Europe, certainement à venir encore un bon bout de temps en zone euro. Oui, et dès la semaine prochaine d'ailleurs, pour la Banque Centrale Européenne, ça repart avec la BCE le 16 mars et la Fed le 22 mars. Merci beaucoup Alexis. Merci pour ce point mensuel sur les tendances et les nouveautés au sein de l'industrie ETF, ce rendez-vous mensuel avec Yomoni. C'est Alexis Nac qui était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et cette semaine sur les marchés. Très bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.